Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, une émission présentée par Isabelle Royer. Dans ces 10 minutes chroniques, Catherine nous emmène à Los Angeles avec John Fante. Didier Guillaumet, dans son instant philo, s'intéresse à la représentation du temps dans la chanson. Quant à Anne Drogou, elle interviewe Véronique Garrigou, humaniste et passionnée de culture. « 10 minutes chronique. Aujourd'hui, nous quittons New York pour la côte ouest des États-Unis, Los Angeles, avec un extrait du livre de John Fante, Demande à la poussière. John Fante est l'un des premiers auteurs qui ont décrit les temps difficiles des créateurs installés à Los Angeles dans les années de la Grande Dépression. Né en 1909, les premières années de Fante se sont passées dans une relative pauvreté. Fils d'un père émigré italien, Nicola Fante, et d'une mère américaine d'origine italienne, Marie Capulongo. Fante a été éduqué dans diverses écoles catholiques de Boulder et de Denver, puis a fait un bref passage à l'Université du Colorado. Il s'installe dans le sud de la Californie. Son but ? Devenir écrivain. Il vit alors à Wilmington, à Long Beach et dans le quartier de Bunker Hill, au centre de Los Angeles. Dans Demande à la poussière, son héros, Arturo Bandini, semble bien être le double de son auteur. Arrivé à Los Angeles, totalement fauché, il vit dans un hôtel minable. Il a 20 ans, son seul atout est la promesse qu'il se fait de devenir un grand écrivain, lui, fils d'émigré, la plupart du temps humilié par sa condition et plein de la rage d'être un jour reconnu. Late afternoon, Dream Hotel. You just had to quarrel, sent you away. J'ai regagné ma chambre, remontant l'escalier plein de poussière de Bunker Hill, le long des bicoques en bois mangé par la suie qui longe cette rue obscure, avec ses palmiers étouffés par le sable, le pétrole et la crasse, ces palmiers si futiles qui se tiennent là comme des prisonniers moribonds, enchaînés à leurs petits bouts de terrain, les pieds dans le goudron. Rien que de la poussière partout, et des vieilles bâtisses, avec tous ces vieux assis aux fenêtres, tous ces vieux qui sortent de chez eux à petits pas, qui se déplacent douloureusement dans la rue noire. Les vieux de l'Indiana et de l'Iowa et de l'Illinois, de Boston et Kansas City, et des moines, qui vendent maisons et pas de porte et s'en viennent ici en train et en automobile, au pays du soleil, histoire de mourir au soleil, avec juste assez d'argent pour vivre, jusqu'à ce que le soleil les tue. Ces vieux qui se déracinent d'eux-mêmes dans leurs vieux jours, qui désertent la prospérité parfaite de Kansas City, Chicago ou Peoria pour venir trouver leur place au soleil. Et qui arrivent ici pour découvrir que d'autres, encore plus grands voleurs qu'eux, ont déjà pris possession de tout. Découvrir que même le soleil appartient à quelqu'un d'autre. Smith, Jones et Parker, pharmaciens, banquiers ou boulangers, la poussière de Chicago, Cincinnati et Cleveland qui leur collent encore aux semelles, les voici condamnés à mourir au soleil, quelques dollars en banque, juste de quoi s'abonner au Los Angeles Times, juste assez pour entretenir l'illusion que c'est vraiment le paradis et que leurs petites bicoques en papier mâché sont de vrais châteaux. Les déracinés, les gens vides et tristes, les gens de chez nous, jeunes et vieux, on est du même pays, eux et moi, on est les nouveaux Californiens. Avec leurs polos de couleurs vives et leurs lunettes de soleil, ils sont au paradis, ils se sentent chez eux. Mais là, en bas, sur Main Street, sur Town et San Pedro, et dans le mauvais bout de Fifth Street, sur au moins 1 mile, il y a les autres, des dizaines de milliers d'autres. Et pour cela, pas question de se payer ni lunettes de soleil, ni polo, même en solde. Le jour, ils essaient de se faire oublier dans les ruelles, hors de vue, et le soir, on les voit, furtifs, se traîner jusqu'au dortoir des hospices. À Los Angeles,
Vous ne serez jamais arrêté pour vagabondage si vous portez un polo fantaisie et des lunettes de soleil. Mais si vous avez le malheur d'avoir un peu de poussière aux chaussures et un tricot épais comme ces tricots qu'on porte dans les coins où il neige l'hiver, alors vous pouvez être sûr qu'ils ne vous rateront pas. Vous ne tarderez pas à vous faire coffrer. Alors un conseil, les gars, trouvez-vous un polo, une paire de lunettes noires et des chaussures blanches si possible. Le genre étudiant. De toute manière, vous finirez par vous y mettre, vous aussi. Avec le temps, quand vous aurez votre dose de Times et d'Examiner, vous vous y mettrez aussi à faire l'article sur le Sud ensoleillé. Vous mangerez des hamburgers toute l'année, année après année. Vous serez là, à croupir dans des chambres ou des appartements cradingues et infestés de bestioles. Mais tous les matins, vous verrez le beau soleil, le sempiternel ciel bleu, et les rues seront pleines de femmes superbes que vous ne posséderez jamais. Et les nuits blanches, les nuits chaudes, semi-tropicales sentiront bon la romance que vous ne connaîtrez jamais. Mais ça fait rien, les gars, vous serez quand même au paradis, au pays du soleil. Et les gens qui sont restés à la maison, vous pourrez toujours leur mentir et leur en mettre plein la vue, parce qu'ils ont horreur de la vérité de toute manière. Ils ne veulent rien savoir, parce qu'ils veulent y aller, aussi, au paradis, tôt ou tard. On ne la leur fait pas, à ceux qui sont restés derrière. Faut bien vous mettre ça dans le crâne, les gars. Ceux qui sont restés au pays savent comment c'est, la Californie. Après tout, ils lisent les journaux comme tout le monde et les magazines. Les états en sont pleins, à tous les coins de rue de l'Amérique. Ils les ont bien vus, les maisons des vedettes de cinéma en photo. On ne peut rien leur apprendre sur la Californie. Et je pensais à eux, couché sur mon lit tout en fixant les globules de lumière rouge du Saint-Paul Hotel, qui sautaient dans ma chambre et puis disparaissaient. Et je me sentais misérable, comme ce n'est pas permis parce que ce soir, je m'étais conduit comme eux. Smith, Parker, Jones et toute l'engeance. Je n'avais jamais été comme eux jusqu'ici. Ah, Camilla, quand j'étais môme au Colorado, c'était Smith, Parker et Jones qui me mortifiaient avec leurs noms horribles qui m'appelaient Rital, Wop ou Macaroni. C'étaient leurs enfants qui me faisaient du mal, tout comme je t'ai fait du mal ce soir. Ils m'ont fait tellement de mal que je n'ai jamais pu devenir comme eux ni leur ressembler. À cause d'eux, je me suis réfugiée dans les livres, renfermée sur moi-même, et plus tard j'ai fui ce petit patelin du Colorado. Et des fois, Camilla, des fois, quand je vois leur sale gueule, je repense à tout ça, je ressens la même douleur en dedans. Et je suis bien content de les voir tous ici, en train de crever la gueule ouverte, au soleil, content de les voir comme ça, déracinés, grugés, par leur manque de cœur, toutes ces mêmes gueules de raie de mon enfance, ces bouches dures, ces sales gueules. Je suis si content de les voir vivre, le vide de leur existence, sous un soleil tuant. Je les vois dans les halls d'hôtel, je les vois prendre le soleil dans les squares et sortir qu'à un cas de ces vilaines petites églises. La proximité de leurs dieux étranges leur rend la mine encore plus pâle et lugubre que d'ordinaire à la sortie du temple d'Aimé ou celle de l'église de l'être suprême. Je les vois tituber à la sortie de leur palais du cinéma, même qu'ensuite ils clignent leurs yeux vides pour affronter de nouveau la réalité. Ils rentrent chez eux encore tout hébétés et ils lisent le Times pour voir ce qui se passe dans le monde. J'ai vomi à lire leurs journaux. J'ai lu leur littérature, observé leurs coutumes, mangé leur nourriture, désiré leurs femmes, visité leurs musées. Mais je suis pauvre et mon nom se termine par une voyelle. Alors ils me haïssent, moi et mon père, et le père de mon père, et ils n'aimeraient rien tant que de me faire la peau et m'humilier encore. Mais à présent ils sont vieux, en train de crever au soleil au milieu de la rue, en pleine chaleur, en pleine poussière, tandis que moi je suis jeune, plein d'espoir et d'amour pour mon pays et mon époque. Alors, quand je te traite de métèque, ce n'est pas mon cœur qui parle, mais cette vieille blessure qui m'élance encore, et j'ai honte de voir cette chose terrible que j'ai faite. Tu peux pas savoir. Ce récit est aussi celui d'une attirance folle, faite autant de fascination que de haine, histoire d'un amour déchiré. Arturo ne pense qu'à Camilla, mais dès qu'elle apparaît, il la malmène, et elle le lui rend bien. À ce jeu, c'est elle qui gagne. Il la recherche, elle s'esquive. On frappe à la fenêtre. Quelqu'un frappe à la fenêtre de cette maison enfouie sous les plantes grimpantes. Je me retourne et je la vois. Une tête à la fenêtre, l'éclat des dents, les cheveux noirs, l'air aguicheur, l'invitation du long doigt qui me fait signe. Qu'est-ce que ce tonnerre tout à coup dans mon ventre? Et comment empêcher cette paralysie soudaine de la pensée, cette inondation de sang qui me chavire les sens? Mais c'est ce que je veux, c'est ça, ou crever.
Alors bouge pas de là, femme dans la vitrine. Bouge pas, j'arrive. Tout retourné, j'en suis. Éberlué, raide de délices, de frissons, de joie. J'arrive, juste le temps de monter ces marches toutes branlantes. Late afternoon, Dream Hotel. You just had to quarrel, sent you away. I was looking for you. How you gone? Call you on the phone. Another dimension. Nous nous retrouverons le 22 août. À bientôt. L'instant philo. La représentation du temps dans la chanson populaire. Pour cette seconde émission de l'été, je propose un petit parcours sur ce que les chansons populaires nous disent de notre rapport au temps. Les perspectives y sont certes diverses et de qualité variable, mais j'aimerais montrer qu'on y trouve souvent matière à réflexion. La chanson populaire sait notamment plutôt bien décrire l'aspect destructeur et dévorant du temps. Elle est habile aussi à chanter le temps du bonheur, de l'espoir et de l'amour. Enfin, la nécessité de prendre soin du temps présent n'est pas absente non plus des chansons, qui explorent ainsi le temps dans ses trois dimensions, le passé, le présent et le futur. Quand la pop musique aborde le temps de l'horloge à la manière des Pink Floyd, dont nous venons d'écouter un extrait du célèbre morceau Time, la représentation de la durée prend un aspect réaliste, technique, froidement répétitif et pourtant envoûtant. Dans cette composition des Pink Floyd, on remarque que le temps mesuré, symbolisé par le rythme impersonnel et triomphal des horloges, fait assez vite place à des considérations sur le temps, vécu comme un déclin progressif. À la fin de ce titre, les thèmes plus classiques de la vanité et de la fragilité de l'existence contrastent avec la régularité implacable du battement de la trotteuse des secondes qu'on entend au tout début. La mélancolie et la nostalgie produites par le temps qui passe nourrissent souvent les chansons populaires. En 1973, la même année que les Pink Floyd, Alain Chamfort, pour donner un autre exemple, se fait remarquer avec une chanson dont voici le refrain. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux, parce que le temps qui court, change les plaisirs, et que le manque d'amour nous fait vieillir. Avec ce titre, Alain Chamfort est, si je puis dire, dans l'air du temps des années 70, qui opposait bien volontiers l'âge d'or de l'enfance à l'âge adulte, bien trop sérieux, plein de concessions et par conséquent moins heureux. Reste que le temps qui court ne nous conduit pas seulement à l'âge adulte. Il finit un jour par nous retirer la perspective même d'un avenir quand la vieillesse arrive. Et cela arrive, comme le chante Charles Aznavour, sans qu'on ait vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps courir, je n'ai pas entendu sonner les heures de mon devenir, quand je fonçais tête baissée vers ce qu'était un avenir et qui est déjà du passé. La mélancolie, déjà présente dans les deux extraits précédents, est à son comble avec Léo Ferré,
qui souligne avec force la tristesse de la vieillesse qui est un deuil à faire de tout le passé sans autre perspective d'avenir que de devoir tirer sa révérence. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Il ne s'agit pas de se complaire dans l'aspect le plus désespérant du temps. Notre temporalité est également celle des projets exaltants, des réussites, des amours et de ces dimanches de la vie qui sont synonymes de bonheur. Dans nos rapports différents à la durée, l'un est hanté principalement par le passé et nourri de souvenirs. L'autre est ouvert sur un avenir que nous attendons avec enthousiasme. Ces perspectives sur le temps sont d'ailleurs le plus souvent intimement liées à notre situation concrète dans l'existence, c'est-à-dire à notre âge. Le poids du passé, la nostalgie et les regrets finissent par se faire sentir de plus en plus au fur et à mesure que la vieillesse s'installe, car le présent devient difficile et le futur se rétrécit comme peau de chagrin. À l'inverse, la joie communicative face à l'avenir est habituellement typique de la jeunesse. Au début de sa carrière, Johnny Hallyday a ainsi su chanter l'enthousiasme d'avoir la vie devant soi. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Comme le souligne avec conviction Angèle, dans une chanson qui date d'à peine 3 ans, la sinistrose qui empêche de se projeter avec espoir dans la vie est vraiment malvenue, surtout quand on a le sentiment que les promesses de l'avenir nous tendent la main. Alors, dans ces conditions, l'oubli est d'autant plus utile et facile que les souvenirs de bonheur sont encore des pages blanches à remplir. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. À rebours du constat amer d'une impuissance de la vieillesse, l'appétit de vivre de la jeunesse s'exprime donc clairement. On a affaire alors à 2 visions sans doute très complémentaires de notre rapport au temps, mais peut-être aussi excessives l'une que l'autre. Dans l'enthousiasme pourtant si essentiel de nos 20 ans, Françoise Hardy suggère que se cache en effet peut-être l'illusion d'une toute-puissance. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Faut-il croire que nous sommes tant obsédés par le passé, si fascinés par l'avenir, que nous oublions que le temps dans lequel nous vivons est d'abord le présent ? Barbara rappelle que c'est l'irréversibilité qui fait non seulement la valeur du présent, mais également tout ce temps perdu à jamais. Dis, quand reviendras-tu
le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Compte tenu de l'irréversibilité de la durée et de notre mortalité, il faut savoir profiter de tout le temps qui reste, quel que soit l'âge que nous avons. Pour Serge Reggiani, bien proche de la philosophie d'Épicure, notre seul pays est la vie terrestre, et savoir en jouir consiste à cueillir tous les plaisirs du jour qui se présentent à nous. Carpe diem. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire, je veux pleurer des torrents de larmes, je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie, et danser, griller, voler, nager, dans tous les océans. J'ai pas fini, je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix, je l'aime tant le temps qui reste. Peut-être finalement pourrons-nous vraiment nous sentir sereins et ouverts au monde quand nous pourrons vivre sans songer constamment que le temps passe et qu'avec lui c'est nous qui passons. Ou bien, ce qui revient sans doute au même, nous pourrons peut-être accéder à une sorte de félicité contemplative si le temps nous oublie, nous ignore et nous laisse regarder ce qui se passe de façon détachée, comme le chante Dominique A. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. À gagner parfois quand le temps vous oublie. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Véronique Garrigou. Elle publie, elle fait des ateliers d'écriture, elle promeut la littérature jeunesse et bien d'autres choses encore. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous pouvez me donner votre parcours ? Oui, bien sûr. J'ai commencé d'abord par faire des études de lettres et puis finalement j'ai décidé de passer le concours d'institutrice. Et en fait j'ai fait toute ma carrière en maternelle. J'ai été presque 30 ans dans la même école avec bonheur parce que j'ai aimé être impliquée dans mon quartier. Être reconnue par les familles, dans une relation de confiance. Il y avait une forme de reconnaissance importante dans le fait de travailler si longtemps dans la même école. J'ai aimé enseigner le langage, les contes, l'entrée dans l'écrit, la littérature jeunesse, la poésie, les ateliers philo en fin de carrière aussi que j'ai fait avec les enfants, qui m'ont semblé vraiment intéressants à mettre en place. Voilà. Maintenant je suis à la retraite. Mais je ne le vis pas comme un retrait, je le vis plutôt comme un moment où je peux rester inscrite dans ma ville d'adoption, parce que je ne suis pas havraise au départ, c'est une ville qu'on m'a imposée mais que j'ai adoptée, que j'aime beaucoup maintenant. Et l'important pour moi c'est de rester en lien avec ce qui est mes engagements d'une part, mais aussi les arts, les lettres, et avoir plus de temps pour m'y consacrer. Voilà. À ce propos, quelles sont vos activités maintenant ?
Alors, dans le droit lien avec mon travail, je fais partie de l'association Lire et Faire Lire, qui est une association ouverte à toute personne. Il y a beaucoup de retraités, mais des gens qui ont envie d'aller lire des livres dans les écoles, dans les crèches, les garderies, les écoles maternelles ou les écoles primaires, même les collèges. Donc ça, moi, je l'ai fait pendant 4 ans, là, depuis que je suis à la retraite. Je retournais en grande section de maternelle, lire dans les écoles, ce qui me permettait de rester en lien avec la littérature jeunesse. Donc cette association-là est ouverte à tous les bénévoles qui ont envie de faire ça. Je rappelle le nom, c'est Lire et Faire Lire. Je fais aussi partie d'une autre association qui s'appelle, elle, tout simplement Lire, L-I-R-E. Lire, imaginer, rêver, échanger. C'est une association de promotion de la littérature jeunesse qui a été créée par d'anciens professionnels de l'éducation nationale très motivés par la littérature jeunesse. Donc on est tout un groupe, pas seulement d'anciens enseignants ou d'enseignants, il y a aussi des gens extérieurs. On lit beaucoup d'albums et de premiers romans tout le long de l'année, de la maternelle à la 6e à peu près. On fait une sélection de ce qu'on pense être le meilleur. Et on écrit, on rédige des fiches d'analyse, des interviews d'auteurs, on donne des conseils de lecture. Et j'en profite pour donner le site de l'asso, parce que vous soyez bibliothécaire, libraire, parents d'enfants, grands-parents d'enfants, c'est un site qui est intéressant à visiter pour choisir par exemple des livres à acheter, à lire aux enfants. Donc le site c'est www.assolire.fr. Voilà, et vous verrez, c'est un site vraiment intéressant. Donc je fais partie des groupes de sélection et je fais partie aussi du petit groupe qui rédige les fiches d'analyse, les interviews d'auteurs, ce qui me permet aussi moi de rester en contact avec la littérature jeunesse. Voilà, ça c'est ce qui est en lien un petit peu avec les enfants encore. Voilà. Sinon les ateliers d'écriture peut-être. Oui, je peux parler de ça. On peut aussi parler, vous avez publié dans Ça va, c'est un petit livre édité par la rue du départ. Oui. Je l'ai lu personnellement et ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Oui, moi j'ai peu publié parce que j'ai pas l'énergie de me lancer là-dedans et puis peut-être pas assez confiance en moi, mais parfois on est venu me chercher et donc il y a eu une fois où j'ai gagné le premier prix des nouvelles des Encres Noires, il y a eu un petit recueil. Il y a 2 ans j'ai publié 3 nouvelles dans une revue parisienne qui s'appelle Empreinte, 3 nouvelles qu'on m'avait demandées, et puis là donc le petit carnet qui vient de sortir rue du départ. Il y a d'ailleurs eu sur Westrack il n'y a pas longtemps une interview d'Isabelle Royer qui a interviewé toutes les personnes qui ont participé à ce petit carnet qui s'appelle Ça va, voilà. Et on peut l'acheter à la Galerne. À la Galerne, oui, tout à fait. Il est à la Galerne, il faut le demander. Aux dernières nouvelles, il était près de la caisse, mais bon, ça a peut-être changé. Mais on peut effectivement l'acheter. Il y a 14 textes, dont le mien, mais 13 autres, sur le thème de la catastrophe. En sachant que ça a été écrit avant le Covid. C'est pas... voilà. C'était peut-être... Vous faites aussi partie d'associations sociales? Oui, je fais partie, notamment je suis bénévole au Secours Populaire depuis 4 ans. Je fais partie des personnes qu'on appelle les accueillants au Secours Populaire, c'est-à-dire que je reçois, moi, une fois par semaine, à l'antenne Avraise du Secours Populaire, les personnes ou les familles qui ont besoin d'aide, essentiellement d'aide alimentaire, mais pas seulement, aussi aide vestimentaire, possibilité de partir en vacances, d'avoir des loisirs, d'apprendre le français en tant que langue étrangère. Donc j'accueille les personnes, je monte les dossiers avec eux. C'est quelque chose qui pour moi est important, d'autant plus en étant à la retraite, parce que ça me permet de rester en contact avec la vie des autres, avec la réalité des autres aussi, avec la fragilité des autres. Donc c'est aussi un temps d'aide, d'écoute, où j'ai l'impression de garder un rôle et une utilité sociale en équipe et d'aller à la rencontre des gens. Voilà.
Malgré toutes ces activités, avez-vous des projets ? J'ai pas vraiment de projet parce que en fait ils se construisent, ils évoluent au fur et à mesure. J'aime bien les choses régulières. Je trouve que Le Havre est une ville qui propose énormément de choses. Donc voilà, ça se fait un petit peu au fur et à mesure. J'ai oublié de vous parler des ateliers d'écriture, c'est peut-être important. Surtout que je peux peut-être donner des envies aux gens. Moi je participe à des ateliers d'écriture depuis les années 2000 avec quelqu'un qui s'appelle toujours Blandine Vernier, mais qui est partie du Havre depuis. On a d'abord commencé à écrire avec elle aux yeux d'Elsa, et puis ensuite on a constitué un groupe fixe qui se réunissait les uns chez les autres. Et voilà, j'ai fait des stages longs aussi d'écriture, des stages d'1 semaine, avec notamment une association d'éducation populaire qui s'appelle Écrire en Pays, qui propose des choses intéressantes et pas chères. Et puis j'ai fait des petits stages au Havre qui étaient intéressants aussi. Le MUMA organise parfois des stages d'écriture. J'en ai fait un au Muséum, avec la Maison du Patrimoine aussi. Des stages avec la poétesse Lara Dopf, qui vit au Havre, au moins en partie je pense, avec Elsa Escafre, et puis avec Isabelle Letellier, qui organise régulièrement des ateliers sur le Havre et en lien avec la ville du Havre. Donc bon, moi ça me plaît beaucoup. Ça m'a permis, tous ces ateliers, de sortir de l'écriture personnelle, auto-centrée, pour me mettre à inventer des histoires, des personnages, travailler la nouvelle, la poésie. Voilà, parce que j'ai besoin de mettre des mots le plus juste possible sur mes sensations, mes perceptions sur le monde. Voilà. Voilà, pardon. Je vous ai coupé. Oui, non, juste, je disais que l'atelier d'écriture, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste avoir envie d'écrire. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de se penser super doué ou comme ça, il faut avoir envie d'écrire, envie de partager aussi l'écriture, d'approcher les gens parce qu'ils offrent d'eux au travers de leur écriture. Et voilà, et c'est vraiment, quand on a envie d'écrire, il ne faut pas hésiter, parce qu'il y a des choses qui se font au Havre régulièrement et qui sont intéressantes. Avez-vous un rêve ? J'ai un rêve qui est naïf, qui est menacé certainement de plus en plus en ce moment. Ce serait le rêve d'une société plus juste, plus égalitaire, plus tolérante, plus ouverte, une société qui serait une société de solidarité, une société de partage, et puis surtout qui permettrait à chacun de se construire, de se réaliser, de se construire à la hauteur de ses rêves et de vivre dans la dignité. Voilà, et ça c'est compliqué en ce moment, de plus en plus. Ouais, mais je pense qu'il faut tendre vers ça et il faut y croire et puis il faut faire des petits pas vers ça, même si c'est que des petits pas, mais quand même, il faut résister. Votre place dans la culture ? Alors au niveau du Havre, je ne suis pas une militante de la culture, mais par contre je suis, comme on dit, consommatrice, comme on dit dans la MAP aussi dont je fais partie. J'ai un abonnement au Volcan, j'aime bien les petites salles aussi, le Satellite Brindeau, le Poulailler, les bains-douches, j'aime beaucoup. Le Bastringue, qui était une salle vraiment intéressante et qui ferme, hélas, parce que Thierry a envie de faire autre chose, mais c'était intéressant parce qu'il y avait un autre public, une autre programmation, et ça obligeait les gens à aller en ville haute aussi, ça changeait. Et puis je regarde ailleurs parce que ça vaut le coup de regarder la programmation de Lillebonne, de Gonfreville, puis parfois d'aller à Rouen ou à Caen. D'accord. Votre définition de... En fait, vous êtes créatrice puisque vous faites des contes et vous êtes aussi passeuse. Oui, je l'étais en tant qu'enseignante. Oui, j'aimais beaucoup cette idée de transmission et par l'écriture, c'est un peu ça aussi. Les groupes de lecture aussi, dont j'ai oublié de parler, on fait avec Catherine Emery qui s'occupe des éditions, qui est directrice, je ne sais pas comment on dit, des publications de l'édition Rue du Départ. On organise tous les mois, quand il n'y avait pas le Covid, des petites réunions au Chat Bleu, au Café du Chat Bleu à Sainte-Adresse, pour partager nos lectures avec les gens qui ont envie de venir pour présenter des livres, donner envie de lire des livres, écouter ce que les autres ont lu, et voilà. Donc ça aussi, oui, c'est quelque chose qui a trait à la transmission. Donc créatrice, passeuse, et vous vous nourrissez en même temps de culture. Oui.
Oui, pour moi c'est important. C'est pour ça que pendant le Covid, c'était vraiment, vraiment difficile pour moi. Ouais. La définition de la culture. La définition de la culture. Pour moi, au départ, le plus important, je pense que c'est ce qui nous fonde en tant qu'être humain. C'est ce qui nous soude en tant qu'être humain. C'est ce qui nous lie avec les autres. C'est ce qui nous élève aussi, nous grandit. Ce qui nous ouvre aux autres, ce qui nous rend libres. Ce qui nous aide à comprendre le monde. Moi, ça me permet souvent de mettre des mots et des images sur le monde et sur la complexité du monde. Et c'est aussi ce qui nous ouvre et ce qui nous offre le rêve et puis l'infini de l'imaginaire. Voilà, en gros, c'est ça. C'est sans doute beaucoup d'autres choses, mais... C'est vaste, la culture. Ouais. Avez-vous autre chose à ajouter ? Écoutez, je pense qu'on a dit l'essentiel. Hein. On a dit l'essentiel. Vos adresses, où peut-on vous joindre ? Écoutez, j'ai une adresse mail, je peux vous la donner si les gens ont envie de discuter avec moi de tout ça. L'adresse, donc je vous la dicte, c'est serge.garrigou avec 2 R, @numéricable.com, et mon portable c'est 06 20 38 52 27, avec plaisir si vous voulez discuter des ateliers d'écriture ou des associations qui recrutent des bénévoles. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, tout ça est bien intéressant. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Viva Culture, une émission de l'association Maison de la Culture du Havre, réalisée en studio à Westrack Radio grâce à Tiffaine Rago et Mathieu Le Chevalier. Portez-vous bien, bon été, à dimanche prochain.